Joyeux anniversaire. Nous tous ici qui avons le même âge, nous vivons pour l'instant au jour le jour. Mais parfois on réfléchit davantage. Nos vies vont-elles prendre un autre tour? Si jusqu'à aujourd'hui j'ai eu beaucoup de chance, toi qui l'attends encore, toi sais-tu bien que d'un jour à l'autre après soudain tout change. Qui peut savoir comment sera demain? Oh oui, nous tous qui avons le même âge, je me demande qu'allons-nous devenir si aujourd'hui sur toi j'ai l'avantage que nous réserve l'avenir. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans Un livre dans l'oreille. Aujourd'hui, on va parler de L'amie prodigieuse d'Elena Ferrante, lu par Marina Moncade. C'est un roman fleuve et le livre dure 57 heures. Alors quand je dis que le livre dure 57 heures, en fait je parle des 4 tomes tout cumulés. Donc on a le tome 1 qui s'appelle L'amie prodigieuse, que j'utilise comme nom pour désigner tous les autres, dure 11 h et 25 minutes. Le second, le nouveau nom, dure 15 h et 52 minutes. Le troisième, Celle qui fuit et celle qui reste, dure 13 h et 44 minutes. Le dernier, L'enfant perdu, dure 15 h et 54 minutes. Donc on est sur un total de 56 heures et 54 minutes à peu près, mais on va dire plutôt 57 heures pour que ce soit plus simple. Donc c'est quand même plutôt long, ce qui explique le temps entre mes vidéos, tout simplement parce qu'en fait j'écoute pas non plus très régulièrement mes livres. Voilà. Le résumé. On démarre avec la disparition de la meilleure amie d'Elena Greco, qui est donc la narratrice, lorsqu'elle a à peu près 60 ans. Ça va être une occasion pour elle en fait de revenir sur l'ensemble de leur amitié qui dure depuis la prime jeunesse. Et elle va essayer d'utiliser les mots en même temps pour essayer de faire revenir son amie parce qu'elle sait qu'elle a disparu par sa propre volonté et non pas parce qu'elle a été enlevée ou mystérieusement disparue. Donc on va voir ce destin de deux jeunes filles, parfois entremêlées, parfois en parallèle, dans la Naples des années 50, dans un quartier pauvre. Ce qui va être intéressant de voir, c'est comment d'un même point de départ, en fait, les chemins vont différer. L'une parce qu'elle va pouvoir avoir accédé à l'éducation et l'autre non, quand bien même elle est très intelligente. Celle qui va accéder à l'éducation, c'est Elena Greco, contrairement à sa meilleure pote, Lila... Ouais, comment c'est quoi son nom de famille à Lila? Donc Elena Greco et sa meilleure amie Lila Cerullo. Et ce qui va être aussi assez sympa, c'est de voir que finalement, qui est vraiment libre, qui a réussi à trouver sa liberté générale entre les deux, en fait c'est pas forcément très clair, c'est pas forcément l'une plus que l'autre, quand bien même les chemins ont différé et que le poids du passé a été lourd pour les deux. C'est un roman fleuve parce qu'il y a, c'est très long déjà, ça raconte la vie en général de la jeunesse jusqu'à la vieillesse. La vieillesse c'est 60 ans donc c'est pas vraiment très vieux mais quand même. C'est un roman fleuve sur les relations, sur la politique, sur la transformation d'un quartier mais aussi d'une ville et du monde qui les entoure. C'est un roman sur l'influence des pairs, de sa place dans sa société, de sa place dans sa famille, de ce que l'on attend de soi, de ce que l'on attend des autres aussi. On va aussi avoir un passage sur le féminisme qui est pas mal, sur la notion de réussite, qu'est-ce que c'est réussir, et aussi sur la roue de la fortune que peut être la vie, comment les choses peuvent basculer d'un jour à l'autre. D'où l'introduction interprétée par Sophie, une de mes meilleures copines qui a bien voulu enregistrer sa version de Françoise Hardy qui s'appelle donc Nous tous, et donc en plus je trouve que c'est mieux que l'original, donc je suis trop contente. Et voilà, donc ça reprend en fait le thème de voilà, nous tous ici qui avons le même âge. Nos vies vont-elles prendre un autre tour? Si jusqu'à aujourd'hui j'ai eu beaucoup de chance, toi qui l'attends encore, toi sais-tu bien
que d'un jour à l'autre après soudain tout change. Enfin voilà, c'est vraiment sur le côté aujourd'hui on est là, il y en a qui ont l'air d'avoir plus d'avantages que d'autres, mais en fait qui dit que demain la chance ne va pas tourner. Donc tout ça c'est plutôt pour le résumé global parce que chacun des tomes va aborder un thème un peu plus précis. Donc le premier ça va être l'enfance, le second l'adolescence, le troisième le fait d'être jeune adulte et le troisième vraiment d'être adulte. Et du coup, c'est pour ça que je parle la vieillesse pas trop. Et effectivement, quand elle écrit son roman, elle a 60 ans, mais on a quelques passages de sa vieillesse actuelle, mais bon, ça reste quand même assez léger. Le style d'écriture, alors donc c'est écrit à la première personne du singulier, donc moi c'est les récits que je préfère pour les livres audio, parce que comme ça on a vraiment l'impression que c'est la personne qui nous parle et qui nous murmure sa vie dans l'oreille, donc ça c'est top. Et en plus c'est très très bien écrit, c'est vraiment super bien écrit. Le style d'écriture il est simple à comprendre, enfin il n'y a pas de vocabulaire hyper compliqué non plus. En même temps, ça oscille entre parfois des mots un peu plus soutenus et parfois des mots un peu plus familiers. Toujours dans la volonté de servir le récit aussi, on sent que chacun des mots a été pensé soigneusement. En tout cas, enfin, la traduction est très bonne. Donc on est sur un récit qui est clair, parfois poétique, et qui a des moments avec des mots grossiers qui sont là vraiment pour montrer la rupture en fait, ou le choc que peuvent provoquer les mots sur la narratrice à ce moment-là. Et toujours avec un certain détachement de son origine, puisqu'elle vient d'un quartier pauvre de Naples où ils parlent tous en dialecte et s'insultent beaucoup. Or, dans le livre, ça, c'est des choses qui transparaissent, mais seulement parce qu'elle nous le dit, mais elle ne nous transcrit pas vraiment. Les seuls moments où on va le retranscrire, c'est lorsqu'il va y avoir vraiment un moment très choquant ou très émotionnel, où en fait les mots ne peuvent plus être contenus et ils sont voilà, déversés comme ça avec toute la haine possible. Et ce qui est intéressant sur le fait qu'on n'entend pas de mots de dialecte et peu de vulgarité, ça montre aussi la position de l'auteur. C'est quelque chose qu'elle va entendre, mais qu'elle ne va pas forcément retranscrire. Donc ça montre aussi voilà, déjà la volonté de la narratrice de s'éloigner de son milieu d'origine. Il y a aussi des descriptions de perte de contours du monde qui sont superbes avec voilà, la disparition des contours des gens ou l'impalpabilité du monde, les choses qui deviennent comme molles. Il y a toute une description à un moment donné que Lila fait sur la plage d'Ischia avec les étoiles qui semblent lui foncer dessus ou qui semblent fondre. Des choses comme ça qui sont vraiment très parlantes, je trouve, et qui ajoutent une sorte de dose de fantastique dans ce récit tout à fait réaliste. Et donc ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé très appréciable. Au-delà du fait que ça retranscrivait très bien les angoisses, vraiment l'angoisse même qui prend et qui vient de nulle part et qui sont juste issues de l'imagination. Bébé chat! Oui? Qu'est-ce qu'il y a? Toi aussi tu veux participer? Oui. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire? Il était bien le livre? La voix off, enfin la voix de la narratrice était au top. Très bonne interprétation du livre, très bonne appropriation du livre aussi. Comme dit, on a vraiment l'impression que c'est la narratrice qui est en train de nous parler, parce qu'en plus elle a une voix assez mature, je trouve, la narratrice, même quand elle parle de son enfance. Mais comme on est du point de vue d'une femme qui a 60 ans, qui raconte et qui déroule tout son récit, le fait que ça soit une voix mature tout le long, c'est très appréciable, enfin ça fonctionne très bien avec le récit. Il y a juste un petit bémol au début du livre, ça il faut pas trop y faire attention je pense. Les 3 premiers chapitres, ou je sais plus exactement, c'est pas très bien lu, enfin c'est pas que c'est pas bien lu, c'est juste lu, c'est pas interprété. Et donc du coup ça manque un peu de profondeur et des choses comme ça, ça manque de conviction peut-être dans la lecture, mais ça c'est vraiment les 3 premiers chapitres à peu près, enfin très rapidement ça passe et très vite en fait la lectrice est à fond dans le livre et elle nous livre une superbe interprétation. Et aussi apparemment les mots italiens sont très bien prononcés, donc voilà, j'ai mon copain qui est à moitié italien, donc du coup il était là en mode ah si tout est bien dit et tout, à part le mot pizza où elle fait un accent qui apparemment ne sert à rien. Mais dans l'ensemble, ouais, dans tous les livres, tous les noms sont bien prononcés. Donc même moi, quand je parle des personnages, je vais dire Elena Greco et en mettant des accents alors que je parle pas du tout italien, quoi. Elena. En avis global, eh ben, sans surprise, je suis ravie. Ça fait partie, je pense, de mes livres préférés que j'ai lus, enfin écoutés pour le coup. Vraiment top. Tout est très juste. Tout est autant dans l'émotion que non, enfin, il y a vraiment une réflexion sur les relations qui est très intéressante, tout en mettant toujours en raccordant avec le monde extérieur, tout ce qui se passe autour. Et parfois aussi,
comment justement le monde autour disparaît quand soi-même on est trop pris dans sa vie privée, ou comment le monde extérieur réapparaît quand la vie privée qu'on mène parfois ne nous intéresse plus tout simplement. C'est ce qui se passe quand elle est avec Pietro, où en fait elle essaie de se retrouver un chemin, une identité, et ça passe par notamment la politique et le féminisme. Donc ça c'est des choses qui sont assez intéressantes de comment en fait on prend part à des combats, mais toujours en fait en étant intrinsèquement très, très lié en fait par soi-même, le côté assez auto-centré des choses qu'on peut faire. Ce que je préfère en général, moi, c'est les scènes de la vie quotidienne. Et là il y en a eu beaucoup. Et ce qui est intéressant, c'est que chaque scène de la vie quotidienne fait vraiment avancer l'histoire. Ça va dénoter d'une émotion, d'une évolution de personnage, de changements minimes dans une façon de faire, qui va montrer petit à petit les chemins qui vont être pris de manière plus ou moins différente. Et cette phrase est très compliquée, elle ne veut pas dire grand-chose. Mais enfin bref, dans tout ça pour dire que les scènes de la vie quotidienne servent aussi le récit, et il y en a beaucoup, et moi j'aime beaucoup ça. À chaque fin de tome, on avait l'auteur qui finissait sur un climax, c'était trop top. À chaque fois j'étais en mode ah là là, il me faut absolument la suite. Elle était vraiment très douée pour ça, parce que tout le reste, il n'y a pas vraiment de suspense dans le livre, mais à chaque fin de tome, c'était en mode oh mon Dieu, mais que va-t-il se passer, mais quel retournement de situation, ou oh là là, mon Dieu, incroyable quoi. Et donc le tome précédent n'attendait pas le suivant, voilà, compliqué. Même si voilà, j'ai mis énormément de temps de toute manière à tout écouter, à chaque fois j'avais déjà téléchargé le suivant avant même d'avoir fini le précédent. Un autre point que j'ai trouvé trop cool aussi, c'est le fait d'avoir en fait un livre entier sur l'amitié, et non pas sur l'amour, il y a deux personnes qui tombent amoureuses et patati patata. Non, vraiment sur une relation durable, de long terme, avec toutes les difficultés qu'il peut y avoir, mais toujours avec ce lien fort qui est préservé. Et du coup, j'ai trouvé ça vraiment très agréable, très appréciable. Ça m'a donné envie d'écrire un livre sur ma meilleure pote et moi quand je serai plus vieille, on verra bien. Juste un point que j'ai pas trop apprécié, c'est le drame du 4e tome, que j'ai trouvé, je dirais pas nécessaire, parce que forcément, je pense que l'auteur serait là en train de se dire comment ça, c'est pas nécessaire, mais oh là là, si, ça a bouleversé tout, machin et tout. Ok, très bien, mais en fait jusque-là, les trois premiers tomes, ils n'avaient pas ce drame-là, et ils fonctionnaient très bien, et c'était très bien. Il n'y avait pas besoin, je trouve, de rajouter un truc hyper larmoyant comme ça. Voilà, je trouvais ça finalement un peu dommage. Moi j'aime bien quand les choses finalement se passent bien. Pour dire, mon tome préféré, ça a été le tome 2, où ils sont sur la plage d'Ischia. Là, cet été interminable, où il fait tout le temps beau, tout le temps chaud, et ils vont à la plage, et dans l'ensemble, tout se passe assez bien. Bien sûr, il y a des petits couacs à droite à gauche, mais bon, dans l'ensemble, tout se passe bien. Et ça, j'ai bien aimé. Et du coup, forcément, dans le 4e, voilà, j'étais en mode c'était pas forcément nécessaire. Hein. Spoiler, le drame dont je parle, c'est du coup la disparition de la fille de Lila. Disparition parce que en fait, donc, elle disparaît à l'âge de 4 ans et on n'a plus de nouvelles d'elle. Et donc, c'est un deuil qui n'est pas un deuil parce que comme il y a une absence, en fait, elle peut pas trouver la paix en elle. Et c'est juste. C'est trop triste quoi, voilà, c'est horrible. Et du coup j'ai pas trouvé ça très nécessaire, j'ai juste trouvé que c'était triste. Et pas... J'aimais bien l'évolution des personnages, il n'y avait pas besoin de rajouter ce truc où en fait on détruit la vie d'un personnage, voilà, j'ai trouvé ça nul. Mais bon, après je comprends, après c'est très bien rendu, c'est très bien fait, mais voilà, juste pour mon petit plaisir personnel, j'aurais préféré que tout se passe bien dans le meilleur des mondes, voilà. Bon, d'un point de vue analyse, je dirais que le livre il est surtout sur un système de boucle. On revient toujours au point de départ avec forcément une évolution, une prise de recul sur d'où l'on vient, ses origines et ce que l'on est. Mais aussi, inexorablement, on redevient ce qu'on était en train de fuir, ou on devient là où les personnes qu'on ne voulait pas devenir. Je pense à Elena, justement, qui commence à la fin de sa vie à vraiment ressembler à sa mère, notamment avec un trait physique très caractéristique qui est la jambe vexée, qu'elle a toujours voulu fuir et qu'elle avait très peur d'avoir, parce que c'était vraiment l'allégorie de sa mère, cette jambe vexée, cette femme qui avance mais qui a toujours, je sais pas, un problème. Et donc du coup, voilà, c'est intéressant de voir que, hop, retour au point de départ, aussi, notamment au niveau géographique, puisqu'elle veut absolument fuir Naples, et du coup elle finit à la fin à Naples, juste au-dessus de Lila, en plus, donc encore plus proche presque de ses origines. Il y a aussi sa relation avec ses propres filles, avec donc Dédé, Elsa et Imma, où en fait j'ai l'impression que c'est comme la relation que sa mère avait avec elle, c'est-à-dire
présente, mais dans l'incompréhension où voilà, il y a finalement, c'est pas que je dirais il y a peu d'investissement de la part de Elena envers ses filles, mais ça donne un peu cette impression-là parfois. Et d'ailleurs, ce qui est amusant, c'est de voir que ses propres filles finissent par faire presque le même chemin qu'elle, puisque, spoiler, elles finissent par aller aux États-Unis avec leur père, donc encore fuir Naples. Dans ce côté, la boucle est bouclée, on ressemble à la personne qu'on était précédemment, etc. Ça se ressent énormément au niveau des prénoms, sur la confusion des personnages que je peux avoir. Notamment le prénom de Elena, son surnom c'est Lena, et le prénom de Lila, à la base, j'ai découvert c'était Raphaël, là. Je l'ai découvert en faisant le script, je ne savais pas du tout que c'était ça son prénom. Donc c'est Lila, Lena, même parfois l'autre c'est Lina et l'autre c'est Lenou, enfin voilà, c'est vraiment sur des prénoms quand même, des surnoms qui sont très proches. Donc ça c'est un premier point important sur voilà, peut-être une sorte de fusion des personnages. L'autre point qui est assez intéressant, c'est comment ils nomment leurs propres enfants. Donc on a Lila qui va nommer son fils Gennaro, mais qui va le surnommer tout le temps Rino, et Rino c'est son frère. Ensuite elle va appeler sa fille Tina, Tina qui était le prénom de la poupée de Elena quand elles étaient petites. Ensuite, on va avoir Elena qui va nommer sa première fille Dédé, alors, je ne sais plus c'est quoi le nom entier, mais Dédé, qui est le prénom de sa belle-mère. Donc là, on montre clairement qu'elle ne veut plus appartenir d'ailleurs à son quartier, puisqu'elle va prendre le prénom de sa belle-mère qui est socialement dans un statut plus élevé, qui est une femme assez libre et qui tient qui travaille dans une maison d'édition. Donc ça, c'est intéressant de voir comment elle peut projeter ses désirs sur sa première fille. La deuxième s'appelle Elsa, comme sa sœur, donc là on a un sorte de retour au quartier, mais un peu timide. On est quand même sur une sorte de sa même génération, mais quelque chose dans le renouveau, dans le changement. Tandis que pour sa dernière fille, qu'elle va appeler Immacolata, comme sa mère, prénom hyper lourd je trouve d'ailleurs, donc Imma, comme sa mère. Là on est vraiment sur un retour aux racines, un retour à son quartier. En plus elle le fait un peu sans le vouloir, de nommer sa fille comme ça, un peu par dépit. Et c'est comme ça aussi qu'elle revient dans le quartier, presque aussi un peu par dépit, un peu déçue par les choses qui ont pu l'entourer. Et donc voilà, c'est toujours cette notion de transmission, de réplication, de dédoublement des personnalités aussi peut-être. Voilà, le côté, la boucle se reboucle sans cesse, en avançant quand même un petit peu. Un autre point aussi que j'ai trouvé très sympa dans ce livre, que je crois que j'ai jamais eu comme sensation jusqu'à présent, c'est la sensation que le personnage principal, en fait, c'est le personnage secondaire. En fait, on a l'impression que, donc, bien évidemment, c'est un récit à la première personne. La narratrice qui s'appelle Elena, c'est aussi le nom de l'auteur, Elena Ferrante. Donc voilà, une espèce de petite confusion, c'est vraiment elle au centre de l'histoire. Mais en fait, elle passe son temps du coup à parler de Lila comme étant bien meilleure sur bien des points. Et donc on a tout le temps l'impression qu'en fait on suit le point de vue de la meilleure amie de l'héroïne, l'héroïne serait Lila. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'au début, on lit le titre qui s'appelle L'amie prodigieuse, donc on est sûr que l'amie prodigieuse, c'est Lila. Et dans le dernier tome, le 4e tome, c'est Lila qui dit « Tu es mon amie prodigieuse ». Et donc du coup, voilà, ça renverse le truc. Alors là-dessus, j'ai entendu un truc comme quoi, sur le livre papier, ça a été « Tu es mon amie de génie » ou un truc comme ça, parce qu'en italien, c'était Amica Geniale, et du coup ça a été traduit tel quel, alors que le titre c'est l'Amica Geniale, mais traduit sous le nom de l'amie prodigieuse. Donc du coup ils avaient fait un flop sur cette dernière phrase qui est quand même très importante pour les livres. Mais dans le livre audio, ça a été bien traduit, elle dit bien « Tu es mon amie prodigieuse ». Donc là c'est bon, ça a été réglé, cette histoire de confusion de traduction. Voilà, c'était juste un petit peu comme ça. Bon, peut-être ça en surprendra, mais j'ai pas du tout parlé de Nino Sarratore parce que en fait, personnage finalement insupportable qui me saoule et qui sert à rien, à part détruire la vie de tout le monde. Mais intéressant quand même, bien sûr, il est bien rendu, on comprend pourquoi elle tombe sous son charme, quand bien même quel personnage inintéressant d'une certaine façon. Et d'ailleurs, dans le côté confusion des personnages, fusion et tout, ce qui est très intéressant à voir, spoiler 2e tome, c'est que du coup Lila finit par avoir une relation avec Nino, et Elena en même temps va avoir sa première relation sexuelle avec le père de Nino. Donc là aussi en termes de projection, confusion des genres, machin, on est pas mal. Surtout quand on sait, toujours dans ce côté de boucle et bouclée, que Nino finit par ressembler quasiment trait pour trait
à son père, alors certes avec un statut social un peu plus élevé, etc., mais son fondement, en fait, n'a pas vraiment changé, quoi. Sinon, j'ai vu sur YouTube une vidéo d'Arte avec 2 personnes là, qui en parlent de ce livre, qui est vraiment très bien, qui est très très chouette. Donc je vous conseillerais d'aller la voir aussi parce qu'elle est très bien. Je dirais juste un point un peu nul, c'est qu'ils nous font ah oui, c'est un female gaze, c'est super, au lieu que ce soit un male gaze, donc un regard féminin au lieu que ce soit un regard masculin. Et le seul passage qu'ils ont choisi comme extrait, c'est un moment très male gaze pour le coup, où en fait il y a un regard légèrement érotique de la part d'Elena envers sa copine au moment où elle doit la laver pour aller faire son mariage. Ça, j'ai trouvé ça extrêmement décevant parce que je veux dire, leur relation ne se bâtit pas que sur ce passage. Il y a plein de choses, au contraire ça montre aussi toutes les confusions qu'il peut y avoir, etc. Et eux, ils ont choisi voilà, ce passage très regard masculin, je dirais, 2 filles qui ont peut-être envie de faire des trucs ensemble, quoi. Donc voilà, ça c'est gros bémol, j'ai trouvé ça vraiment décevant en fait, après avoir fait tout un discours sur le male gaze et le female gaze, d'avoir mis ce passage. Après, le passage il est très bien lu, très bien interprété par la personne qui le lit du coup dans cette vidéo, vraiment top. Mais comme dit, je trouve que, enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai trouvé ça vraiment en mode pourquoi. Voilà, sinon je pourrais ajouter un point au niveau de l'auteur. En fait, c'est un énorme mystère. On ne sait pas qui est Elena Ferrante. Tant et si bien qu'on ne sait même pas si ça se trouve c'est peut-être un homme qui a écrit le livre. Voilà, j'ai vu ça sur Wikipédia, ils en parlaient aussi vite fait dans la vidéo dont je vous ai parlé juste avant. Voilà, donc c'est gros mystère, ça donne trop envie d'aller mener l'enquête. Qui est cette personne? Voilà, donc je sais pas s'il y en a qui ont des informations, mais moi je suis preneuse. Voilà, donc je ne peux que vous conseiller L'amie prodigieuse Elena Ferrante en livre audio, c'est vraiment tip top. Cependant, si c'est le premier livre audio que vous devez lire, je ne vous le conseille pas, tout simplement parce que c'est très très long. 57 heures, il faut se les farcir, il faut être sûr d'être régulier dans son écoute. Donc ça, forcément, si c'est la première fois que vous faites un livre audio, vous ne pouvez pas trop savoir quelles vont être vos habitudes. Si vous voulez, vous pouvez plutôt commencer par La vie mensongère des adultes, écrit aussi par Elena Ferrante. Voilà. Écrit aussi par Elena Ferrante, et c'est top, et c'est très bien lu, c'est pas la même personne qui lit, et c'est vraiment très top. Aussi on est sur voilà, de la vie quotidienne d'une enfant à Naples qui passe qu'on suit de ses 10 à 16 ans, donc voilà, on est un peu sur le même thème. C'est vraiment très très top. Alors, j'ai vu d'ailleurs qu'il y en a qui avaient fait un parallèle, que comme quoi La vie mensongère des adultes, c'était une sorte de suite de L'amie prodigieuse, genre les petits-enfants de Elena Greco. Pourquoi pas, effectivement, sur certains points j'avais cette impression-là, mais après sur bien des points je trouve ça diffère quand même, donc je trouve ça intéressant, tout de même. Maintenant j'ai hâte de regarder la série, parce qu'il y a une série qui est sortie, donc voilà, j'ai bien envie de voir comment ils ont interprété les choses. J'ai peur que ça finisse par faire juste un sorte de film à l'eau de rose. Et du coup ça a coupé, donc je reprends ici pour pouvoir finir la vidéo. Donc je disais que j'avais très envie de regarder cette série. Et sinon donc je voulais remercier Sophie d'avoir bien voulu faire la version de Françoise Hardy. Franchement elle est top. Et je voulais aussi dire merci à mes amis qui ont bien voulu que je mette leur tête sur internet. Donc pour la petite histoire, on est un groupe de 8 amis. On s'est rencontrés au collège, mais on est devenus amis beaucoup plus au lycée. Et voilà, donc on se suit depuis un peu moins de 15 ans. Donc le côté partir du même point de départ et voir les évolutions, c'est quelque chose qui est assez amusant parce que c'est un exercice qu'on peut faire entre nous. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à très vite pour un prochain épisode d'Un livre dans l'oreille.